Voilà, bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 14. Et je suis aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir l'honneur et le bonheur d'accueillir Madame Gabriela Battaini Dragoni, qui est secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, dont j'ai le privilège de penser que je suis un ami, et qui est une personnalité de culture extraordinaire. Bref, un être humain formidable, pour faire bref. Chère Gabriela, bonjour et Bonjour, bienvenue. Comme on merci. se tutoie dans le privé, donc si tu ne vois pas d'inconvénient, c'est le protocole de l'amitié, on pourra continuer à se tutoyer. Absolument. Voilà. Alors, Gabriela, non seulement est secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, elle a aussi été une des très hautes responsables auparavant du Conseil de l'Europe, notamment directrice des affaires culturelles du Conseil de l'Europe. Et chère Gabriela, aujourd'hui, d'abord, je veux te poser la question. J'espère que pour toi, ta famille, tes proches, tes amis, tout s'est bien passé pendant cette période de tempête virale. J'aimerais beaucoup que, non seulement en tant que haute responsable européenne, mais en tant qu'être humain, tout simplement, tu nous dises un peu les premières impressions et réflexions que cette sidérante situation de confinement t'inspire. Tout d'abord, permets-moi de te remercier pour cette opportunité d'avoir ce dialogue sur un sujet qui nous concerne tous et qui nous a non seulement occupés pendant plusieurs mois, depuis que le Covid a commencé, mais aussi qui va nous concerner dans les mois à venir. Donc c'est bien de réfléchir et de voir comment on peut tous ensemble s'en sortir de manière, je dirais, digne de ce qui s'est passé avec la pandémie. Euh, Personnellement, j'ai vécu cette expérience d'abord avec un, je dirais, mini-traumatisme, comme tout le monde d'ailleurs. Le passage d'un style de vie à un autre ne laisse jamais indifférent. Petit à petit, je me suis laissé accommoder, habitué à l'idée d'être plus seule, de profiter néanmoins aussi de certains petits aspects positifs comme le calme, euh, la diminution de pollution dans la ville dans laquelle on est, à Strasbourg, d'avoir la possibilité de voir la nature reprendre le dessus par la beauté de ce qui était autour de moi, du point de vue arbre et ainsi de suite. Donc tout ceci fait que finalement j'ai essayé d'utiliser les mois de confinement, bien entendu pour travailler, puisque je continue à travailler tout le temps, mais en télétravail, bien entendu, et à réfléchir. Et évidemment, mes réflexions portaient surtout sur maintenant la situation, mais aussi les leçons qu'il faudra tirer de ce que nous avons vécu au cours des derniers mois. Et c'est cela qui m'intéresse désormais de manière beaucoup plus approfondie pour essayer de comprendre quel impact cette pandémie a sur nous, sur nos sociétés, sur notre manière de concevoir notre avenir ensemble. Voilà où j'en suis aujourd'hui, cette volonté de tirer des leçons et de comprendre comment sortir et utiliser ce problème de la pandémie comme une opportunité de réflexion collective pour peut-être des vrais changements dans notre manière de vivre ensemble dans nos sociétés ici en Europe. Alors, dans ce vivre ensemble dans la dignité, je dois néanmoins faire une observation qui me vient tout de suite à l'esprit. La pandémie a révélé, me semble-t-il, de manière très claire, que dans nos sociétés, il y a des inégalités profondes. Et ces inégalités qu'on connaît, on savait toujours qu'elles existaient. Ici, pour l'Europe, elles sont venues plus en avant et elles sont devenues plus claires. Donc, cette question de comment on peut intervenir pour faire en sorte à ce que ces inégalités puissent progressivement disparaître est très important. Ces inégalités aussi se sont produites sur un fond social très diversifié dans sa composition, aussi sur le plan d'ethnies différentes, de groupes minoritaires, des
personnes qui ont des avantages sérieux. Et je pense qu'autour de cette question de comment les inégalités sont de plus en plus présentes et ont fait que ceux qui appartenaient à certains groupes défavorisés ont souffert davantage que d'autres, est un sujet qu'il faudra garder à l'esprit. Évidemment, dans tout cela, il y a évidemment, pour moi en tout cas, personnellement, la question de comment la culture peut nous aider, pour nous en sortir. Mais Gabriela, si tu permets, juste Oui. avant de la culture, tu as la chance d'avoir un poste d'observation qui ne concerne pas que la France ou un seul pays, Oui. mais l'ensemble. Alors je vais te poser un peu une question en me réfugiant sous l'aile de ta bienveillante et légendaire indulgence, un peu provocatrice, surtout pour ce qui concerne l'Union européenne. On ne peut pas dire que ça a été une grande réussite de solidarité européenne, en tout cas au départ, le comportement des différents États. Au niveau du Conseil de l'Europe, donc est-ce que ça a aussi montré des failles, cette crise du Covid, de la solidarité, de la coopération intergouvernementale européenne, telle que toi tu l'observes en tant que responsable du Conseil de l'Europe? Alors, je conviens avec toi qu'on n'était pas préparé, de tout point de vue d'ailleurs, à faire face à cette pandémie. Et la inhabilité au niveau européen, dans le contexte Union européenne, de trouver des solutions communes, de définir une ligne de conduite immédiate, nous a évidemment manqué, ne serait-ce que, comme on l'a vu, sur les accords qui étaient peut-être nécessaires pour savoir comment s'y prendre sur la question du confinement, non-confinement, etc. Donc on y est allé de manière très dispersée, chacun en retrouvant plus sa dimension, je dirais, nationale, plutôt que de concevoir une opération face à une pandémie qui, elle, n'est pas nationale, mais transnationale, qui aurait été différente. Pour ce qui concerne le Conseil de l'Europe, par exemple, pour lequel donc, je travaille, il est clair que nous avons fait un effort majeur, surtout avec notre approche qui est fondée sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état des droits. Nous avons établi un ensemble de guidelines, de lignes directrices très claires. Et pour utiliser un autre mot anglais, on a établi donc un toolkit pour les gouvernements. Ce qui veut dire Toolkit, c'est-à-dire un ensemble de lignes directrices, un instrument de travail pour les gouvernements, pour que les gouvernements puissent avoir à leur disposition notamment des règles précises à suivre. Des règles qui ont de la valeur pour tous les citoyens européens, pas seulement dans un État, mais dans l'ensemble du périmètre des pays, les 47 pays du Conseil de l'Europe. Et donc cet outil qu'on a mis en place servait d'un côté, dans les premiers temps, à faire en sorte que toutes les mesures prises dans les États qui avaient décidé de choisir des mesures d'urgence, eh bien que ces décisions soient faites dans le cadre quand même du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, c'était pour nous une question très importante quand on établit un état d'urgence et que donc on se sent obligés de prendre certaines dispositions pour protéger la population. Il faut néanmoins que toutes ces décisions soient prises dans le respect de ce texte très important pour nous en tant que citoyens, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on ne peut jamais déroger au respect de certains droits. Par exemple, le droit à la vie, pour commencer, le droit de ne pas être torturé, et ainsi de suite. Plein de droits donc importants qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Et tout le monde l'a respecté, ça? Alors, y compris les pays un peu plus... Voilà, alors pour l'instant, il nous semble que les choses se soient plus ou moins bien passées. Nous savons que pour déroger justement à certains droits, il est important que le Parlement national légifère pour donner la légitimité au gouvernement d'aller de l'avant, mais il appartient maintenant à la Cour européenne des droits de l'homme de regarder rétroactivement ce qui s'est exactement passé et de nous indiquer si tout s'était fait de manière correcte. À côté de cela, c'est vrai que dans les différentes lignes directrices que nous avons données, on a beaucoup insisté sur les risques pour certains groupes de population
risque de violence, par exemple, dans le milieu domestique vis-à-vis des femmes ou des enfants. Les statistiques que nous avons obtenues d'Interpol récemment, par exemple, sur le harcèlement sexuel vis-à-vis des enfants à travers les nouveaux médias de communication a augmenté de 10 fois pendant le confinement. C'est horrible de le dire, mais il faut le savoir. Donc, question de protection aussi des groupes, comme je disais, minoritaires au sein de la société qui sont souvent mis à l'écart et qui subissent plus le coût de la pandémie, comme les groupes des migrants dans certaines villes ou les Roms, et ainsi de suite. Donc, toutes ces questions qui concernaient les inégalités dont je parlais tout à l'heure, qui étaient plus évidentes pendant la pandémie. Donc là, je voulais juste mentionner comment l'organisation, qu'il s'agisse de groupes plus en souffrance ou qu'il s'agisse du respect essentiel d'un certain nombre de droits et de règles de l'état des droits pour notre démocratie, me paraissait importante pour cette conversation. Il est clair que nous aussi, de ce point de vue-là, nous tirerons toutes les leçons nécessaires dans les prochains mois pour voir comment prévoir justement l'instrument, le toolkit de différentes lignes directrices à donner à nos gouvernements pour le plus long terme. Si d'autres pandémies, si d'autres situations de ce type devaient se vérifier à l'avenir, qu'est-ce qu'il faudra faire pour être sûr que la démocratie ne soit pas victime aussi de la pandémie. Donc la question, à la fin de tout cela, c'est justement comment protéger les droits de nos citoyens et surtout protéger la démocratie. Alors, une des parties de la démocratie et des droits de l'homme et des droits des citoyens, c'est la culture et la création artistique. Alors, la période de confinement, ça a été une pulvérisation des rapports sociaux, une atomisation, un repliement individualiste chez soi. Qu'est-ce que ça, toi qui es une femme de culture en plus d'être une grande dame, démocrate et européenne jusqu'au bout des ongles, qu'est-ce que ça t'a inspiré d'abord sur l'importance de la culture dans la société? Autrement dit, est-ce que la culture c'est juste une cerise sur le gâteau par rapport aux gens qui sont pas les plus défavorisés, ou est-ce que c'est un indispensable lien social et évidemment de la culture sans art, c'est pas possible. Première question générale. Et puis d'autre part, il y a des lieux culturels qui ont été effacés de la cité, enfin mis entre parenthèses, que ce soit les salles de théâtre, les musées ou les salles de cinéma. Donc qu'est-ce que ça t'a inspiré comme réflexion? Alors, la culture, pour moi, c'est l'âme de la société. Je l'ai toujours pensé. La culture, c'est celle qui nous donne de la dignité. Et par conséquent, sans culture, je ne vois pas comment on puisse arriver à assurer le lien social auquel tu te référais. Dire culture, ça veut dire parler de plusieurs choses, évidemment. Ça veut dire parler des identités, comment les protéger. Ça veut dire aussi comment gérer toutes ces diversités qui se trouvent au sein de nos sociétés pour que les groupes sociaux différents puissent rester en contact, échanger, participer, comme je disais dès le début, à la mise en œuvre d'un projet collectif. Ça veut dire aussi, comme tu le disais, créativité, continuer à résister devant la pandémie et savoir qu'il faut aller de l'avant, être innovant. Et ça veut dire évidemment préserver tout ce qui est acquis, qui a peut-être disparu, mais qui doit réapparaître maintenant. Et tu faisais référence aux salles de théâtre. Je pourrais mentionner des lieux comme l'Odyssée, des lieux très précieux qui constituent notre patrimoine culturel collectif. Donc la culture se décline sous plusieurs dimensions. Elle est indispensable, ça va sans dire. Et je pense qu'il sera important également de mettre en valeur l'importance de ce que la culture apporte à la société pour que cette société puisse aussi retrouver, après la solitude, l'isolement, la souffrance individuelle, les violences que, comme je disais, beaucoup de groupes de personnes ont pu avoir. C'est la culture qui peut nous redonner, entre autres, à côté d'une justice sociale, bien entendu, qui peut nous redonner ce manque, ce souffle nécessaire dont nous avons besoin pour retrouver une certaine sérénité,
une volonté de repartir sur des bases nouvelles. Ce sera la culture qui nous aidera également à réfléchir de manière plus fine à la question aussi de quel type de société, d'environnement nous envisageons pour l'avenir. Donc, sans la culture, je pense que, bien sûr, on pourra continuer à avancer, mais ce ne sera pas du tout la même chose. Oui, cher Gabriela, tu as raison. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait envisager comme mesure et quoi faire pour que la culture ait un rôle encore plus fort et plus influençant, plus déterminant dans la société? Alors, bien entendu, ça dépend des secteurs dans lesquels on veut intervenir. Je donne des exemples pour être très concrète. Il y a la question de la protection du patrimoine culturel, très importante évidemment parce que ça fait partie aussi de la construction de nos identités. Mais pour défendre tout cela, il faut encore faciliter l'accès à ce patrimoine culturel, à nos citoyens, parce que ce qui est important, c'est qu'ils se rendent conscients de leur devoir également de protéger ce patrimoine pour pouvoir le transmettre de manière appropriée aux générations futures. Donc, des activités comme celle des Journées européennes du patrimoine qui nous aident à découvrir nos racines locales, mais également nationales et aussi européennes, est très importante dans la construction de cette identité européenne. Je donne un autre exemple. Nous avons connu pendant toutes ces dernières années un tourisme de masse, si je peux le dire, insupportable. Un tourisme de masse qui fait que les gens se sont toujours retrouvés à se marcher sur les pieds pour entrer dans des musées où ils faisaient des longues files avant de pouvoir y accéder, tous congestionnés dans des capitales, notamment où il y a des beaux bâtiments, sans avoir la possibilité de vraiment prendre le plaisir d'être en contact avec des œuvres d'art. Nous préconisons depuis une trentaine d'années, et cela a de plus en plus de succès, la possibilité pour plein de touristes de ne plus se retrouver dans les mêmes endroits, mais de s'éparpiller sur les territoires le long de nos itinéraires culturels. Parce que là, à nouveau, ça permet de retrouver des identités locales, de découvrir des racines communes à nous en tant qu'Européens, surtout quand on fait les parcours de nos itinéraires qui sont européens, en tant qu'itinéraire culturel, et donc de permettre à ces gens de découvrir aussi un paysage qui est autour de ces beautés et des choses que nous redécouvrons, et de faire surtout ce que nous appelons un type de parcours plus lent, plus réfléchi, qui permet aussi de connaître les gens sur place, de passer du temps à observer les choses, et donc d'être vraiment soi-même au choix de son propre parcours plutôt que de faire la file devant toujours le même et seul musée. Donc c'est un exemple. Ce que tu dis, c'est très important parce que y a quelqu'un qui disait la même chose que toi ici, Oui. Professeur émérite au Collège de France, un grand monsieur aussi qui a été directeur des musées de Strasbourg, Roland Recht, qui disait qu'il faut arrêter avec ces expositions au Grand Palais, par exemple à Paris, où on fait pendant des heures et des heures la queue pour aller au Louvre, et puis défiler une demi-seconde devant la Joconde, si on va au Louvre, ou d'autres grandes œuvres, et qu'il fallait atomiser, mais plutôt répartir sur le territoire les visites, et c'est en consonance avec les itinéraires culturels que tu évoques. Oui, C'est très oui, juste. donc je partage d'ailleurs cette idée, je la trouve très intéressante. Elle n'est pas facile à réaliser, mais c'est vrai qu'il faudrait décongestionner, et il faudrait s'inspirer aussi de ce principe de retrouver le patrimoine culturel immergé dans son jus, si je peux m'exprimer ainsi, naturel, et savoir ramener à travers la culture un contact sur la nature et vice-versa. Je trouve ça comme une piste extrêmement intéressante à parcourir pour l'avenir. Après, dans le domaine culturel, il y a aussi la question quand même à l'accès de certains produits qui sont le résultat de la créativité humaine, comme par exemple la possibilité de pouvoir visionner un film. Et c'est là où prend toute son importance le fait d'avoir aussi des salles de cinéma, surtout des salles de cinéma qui ne sont pas exclusivement sur des films
de grands succès immédiats mais éphémères, mais des salles de cinéma qui permettent à nouveau d'amener l'individu à réfléchir à comment nous avons vécu, à comment nous vivons aujourd'hui, comment on pourrait envisager notre avenir. Donc des films qui nous questionnent, qui nous ouvrent des portes de réflexion et non pas qui, de manière tout à fait statique, nous donnent qu'un message unilatéral qui ne peut pas se décliner différemment. Donc l'idée de salle de cinéma ou de théâtre, la rencontre avec tout ce qu'on peut obtenir pour pouvoir mieux réfléchir et à côté de l'élément évidemment aussi du plaisir d'être devant une belle photographie dans un film, par exemple une bonne interprétation, un bon scénario, etc. Mais c'est surtout ce que nous ramenons après chez nous en partant de la salle de cinéma ou de la salle de théâtre ou du spectacle, même ouvert dans des amphithéâtres, qui est important. Je pense que c'est de cela que nous avons besoin, de nous nourrir constamment de culture, de réflexion, d'être avec les autres, même si les autres sont assis à côté de nous et on ne parle pas nécessairement avec eux, mais de savoir que nous appartenons à un ensemble et que nous sommes tous sensibles. Si on nous présente des bons projets, des bons films par exemple, à cette réflexion aussi collective. C'est d'un partage convivial, parce que je souscris entièrement à ce que tu dis. Comme on a l'habitude de le dire ici à l'Odyssée, oui, il faut qu'il y ait une mémoire et une conscience du 7e art, c'est-à-dire voir que les choses ne sont pas en génération spontanée, mais qu'il y a un dialogue à travers les époques, à travers les siècles, enfin les décennies plutôt, puisque le cinéma n'a été créé qu'à partir de 1895. Et que d'autre part, il y a ce partage convivial des émotions. Et en plus, la possibilité de voir la vie bigger than life, c'est-à-dire plus grand qu'en nature, sur les grands écrans, comme l'écran qui est ici, derrière nous deux. Alors, moi, ce que je voudrais dire à nos spectatrices et spectateurs, c'est que comme j'ai le privilège de connaître, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que écoutant parler dans un français superbe Gabriella, je sais qu'elle pourrait dire avec la même facilité la même chose dans sa langue maternelle, l'italien, mais aussi en anglais. Et ça, c'est aussi ce côté polyglotte fait que ça illustre en partie ce que tu disais en parlant d'identité au pluriel, parce que l'identité européenne, c'est des identités plurielles. Oui, ce que tu dis, c'est très important sur les identités européennes qui doivent respecter la diversité, tout en rappelant le cadre de valeurs communes. Pour te parler des salles de cinéma, on a réouvert le 22 juin avec un film italien, cher Gabriella, Cinema Paradiso de Tornatore. Et au moment où on a réouvert, on a montré, on a fêté cette réouverture avec un film qui nous parle de la disparition d'une salle de cinéma, en l'occurrence paroissiale, quelque part en Sicile. Et je sais que, ayant été aussi directrice de la culture au Conseil de l'Europe, tu es particulièrement sensible à la défense des salles de cinéma, parce qu'on ne peut pas se contenter de regarder des films uniquement chez soi, sur son canapé ou en cocooning privé. Oui. Et donc, tu voudrais savoir un tout petit peu, de mon point de vue, quand c'est que j'ai découvert le cinéma? Oui, et puis d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour défendre les salles de cinéma? Oui. Et puis, toi, ta première expérience enfant avec une salle de cinéma. D'accord. Alors, commençons par la première expérience de cinéma. Il faut que je te dise qu'en réalité, moi j'étais extrêmement privilégiée dans mon enfance parce que j'ai commencé à aller régulièrement tous les dimanches au cinéma, tous les dimanches, à partir de l'âge de 5 ans. Et j'avais cette chance extraordinaire de pouvoir y aller, d'abord avec mon frère, ou alors après avec ma mère, ou même avec, en grandissant, avec quelques petites copines dans le quartier où j'habitais, bien entendu. À l'époque, on pouvait circuler sans problème, et donc c'était facile de pouvoir accéder au cinéma. De ce fait, bien que les films que j'allais voir étaient évidemment des films
pour lesquels les enfants pouvaient aussi être présents. Ce n'étaient pas des films interdits. Je n'ai pas vu des films du genre exclusif pour enfants, avec les histoires de Walt Disney, des fables magnifiques, qui présentent une réalité qui est toujours parfaite à la fin du film, mais plutôt le contraire. J'ai vu des films qui m'ont montré des scènes difficiles même à comprendre, parfois même de violence lors d'une guerre, lors d'une avancée de l'armée américaine contre les Indiens. Dans les années 50, c'était quelque chose qu'on voyait souvent dans les films, ou alors des situations réelles d'enfants ou de personnes qui souffraient et comment ils s'en sortaient de cette souffrance. Donc j'ai eu cette approche avec le cinéma qui n'était pas l'approche exclusive du rêve, mais c'était parfois même problématique pour moi et ça m'amenait à poser plein de questions à mon frère qui avait 9 ans plus que moi, ou à ma mère, ou à mon père. Et donc c'était toujours l'occasion d'un dialogue pour que je grandisse confrontée à des réalités que je ne m'attendais pas de voir. Et surtout parce que, étant toute petite, j'étais toujours en première ligne et je regardais toujours les films comme ça et les images tombaient sur moi, en quelque sorte. Donc c'était très fort émotionnellement. Alors, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, mais il est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, la sensation, les émotions qu'on vit dans une salle de cinéma sont incontournables et ne peuvent jamais être comparées à cette consommation de l'image et du film que nous faisons à la maison avec la télévision, maintenant même avec les iPads et ainsi de suite. Donc je pense qu'il est absolument indispensable que des salles comme celle-ci soient préservées, qu'il y ait une possibilité d'avoir quelqu'un comme toi, ici aujourd'hui à Strasbourg, dans d'autres villes, qui puisse aimer tellement l'art cinématographique de pouvoir en parler régulièrement, et donc aussi avoir des films qui proposent des thèmes. Et c'est dans ce contexte-là que le Conseil de l'Europe, depuis plusieurs années, entretient avec cette salle de cinéma une relation particulièrement précieuse, qui est celle de 2 semaines qui sont toujours dédiées aux films, soutenus par Eurimage, qui est une structure du Conseil de l'Europe, et qui sont présentés après dans cette salle, dans le cadre d'un concours, des films choisis sur des thématiques qui sont autour de la protection des droits et de la démocratie ou de la primauté du droit. Oui, tu as raison d'évoquer Eurimage, qui est un supplément d'âme pour le Conseil de l'Europe dans le domaine de la culture, et plus précisément de la culture cinématographique. Et d'ailleurs, tu nous fais l'honneur et l'amitié d'être membre du jury, et là, en octobre prochain, de nouveau, on va bénéficier de ta présence dans le jury de manifestation Étoiles du cinéma européen consacré aux films soutenus par Eurimage. Alors, moi, je voudrais te poser 2 questions encore. Dans tes souvenirs d'enfance, le ou les films qui t'ont le plus marqué, et aujourd'hui, il y a toujours la part d'enfant, chacun de nous, chère Gabriella, mais aujourd'hui, où on n'est plus à l'âge de notre enfance, quels sont les films qui sont particulièrement importants à tes yeux? Alors pour ma jeunesse, ou mon enfance plutôt, je dirais que les films qui m'ont beaucoup impressionné à l'époque, parce que j'étais vraiment toute petite, 5-6 ans, c'était les films western, comme on les appelait en italien, c'est-à-dire les films où il y avait toujours une histoire de soldats des États-Unis, disons, qui allaient massacrer de facto des communautés indiennes parce qu'il fallait conquérir le territoire et ainsi de suite. Et je dois dire que je souffrais beaucoup chaque fois que je sortais parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait tuer tous ces Indiens qui étaient certes différents, mais je ne comprenais vraiment pas. Et donc c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment marquée. Et plus tard dans ma vie, quand j'ai compris ce qui s'était passé, etc., je me disais... Oui, chère Gabriella, comme tu sais, il y a parfois des coupures d'électricité, donc tu parlais de ces westerns qui te traumatisaient parce que tu ne comprenais pas pourquoi il fallait massacrer des Indiens pour conquérir un territoire. Voilà, tout à fait. Je ne le comprenais pas. Par la suite, en faisant des cours d'histoire, j'ai peut-être compris pourquoi
cela avait été fait, mais évidemment, les émotions de l'enfance étaient très fortes, elles ont bien résisté, et je pense que c'est quelque chose de terrible qui s'est passé il y a plusieurs siècles aux États-Unis, et que c'est d'une grande tristesse finalement pour un peuple important numériquement, un peuple très important de tout point de vue et qui a été massacré de cette manière. Voilà. Alors, merci beaucoup Gabriela. Moi, je voulais, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'Odyssée, te remercier parce que, comme d'habitude, chaque fois que on a le privilège de pouvoir parler avec toi de culture et de choses de la vie, eh bien, c'est absolument passionnant. Et pendant que je te remercie, je vais te laisser le soin de réfléchir en 2 secondes sur le mot de la fin que je te demande de bien vouloir dire pour conclure cette conversation particulièrement passionnante. Donc, chère Gabriela, merci en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'Odyssée. Tu as le mot de la fin. Alors, le mot de la fin pour moi, c'est de regarder l'avenir. Et pour moi, regarder l'avenir signifie utiliser la culture pour parler aussi d'une culture qui nous approche de plus en plus du milieu naturel dans lequel nous vivons. Et donc, c'est une culture aussi qui va au-delà de ce qu'on a vu jusque-là, c'est-à-dire le passé, comment le protéger avec ses œuvres d'art et ainsi de suite, ou la créativité, mais qui devrait, cette culture, nous aider pour faire ce pont de qualité vers une culture de protection de l'environnement. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on terminera cette conversation. Chère Gabriela, merci beaucoup. À très bientôt ici à l'Odyssée ou ailleurs encore pour notamment la manifestation Étoiles du cinéma européen. Merci Gabriela. À bientôt. Au revoir.